Bien, il est 15 heures. Bonjour à toutes. Je vous propose de commencer ce premier conseil municipal de l'année 2025. Nous sommes tous présents, donc le quorum est atteint. Et pour ce qui concerne secrétaire de séance, est-ce que vous êtes d'accord pour que ce soit Gabrielle Cogent-Prigent qui soit la secrétaire de cette séance? Qui vote pour? Merci. Donc, secrétaire de séance nommé. Donc, on peut commencer à dérouler l'ordre du jour. Le premier point, comme d'habitude, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre 2024. On vous a donc envoyé une proposition de procès-verbal qui fait quand même 18 pages. Est-ce qu'on n'a pas reçu de commentaires particuliers? Est-ce que vous avez des commentaires ou quelque chose à dire sur ce procès-verbal, pardon? On va voter contre. Il semble que tous les débats ne sont pas encore repris. Alors, je trouve ça quand même assez surprenant. J'ai regardé la moyenne des procès-verbaux des conseils est de l'ordre de 18 pages. Et considérer que ça n'est pas assez, que ça ne reprend pas bien ce qui a été dit, ça me paraît un peu exagéré. D'autant plus que, Monsieur Lepage, vous avez écrit à la préfecture pour demander une clarification sur le sujet. Vous ne nous aviez pas mis en copie, très bien. La préfecture a répondu. Oui. Elle nous a mis en copie de la réponse. Oui. Et la réponse, telle que je l'ai compris, c'est qu'ils sont d'accord avec notre compréhension de ce que doit être un procès-verbal et ils n'ont pas jugé nécessaire de nous demander de les reprendre. Oui. Voilà. Alors, donc, si vous voulez systématiquement voter contre, c'est votre droit absolu. Je trouve que on essaye de faire attention, on fait des procès-verbaux de 18 pages à chaque fois. Dire que ça ne reflète pas l'ensemble des discussions, c'est pas le but. Le but, c'est de reproduire l'ensemble des idées qui ont été discutées. Nous votons comme nous voulons. Quelle que soit votre opinion, votre appréciation des choses, on a une appréciation différente des choses et c'est surtout lors des débats et des déclarations que l'on fait que ça n'est pas repris. C'est à la fois pas bien pour le moment et c'est pas bien pour la compréhension dans le futur des choses qui auront été décidées aujourd'hui. Et je vous rappelle une nouvelle fois que ce que nous avons dit par oral, vous avez considéré que ça ne valait rien parce que ça n'avait pas été réitéré par écrit pour la proposition d'achat d'un terrain dans l'île Nord. Donc, on a beaucoup de raisons d'avoir cette position, de la tenir, quoi que vous en pensiez par ailleurs. Très bien. Vous prenez la position que vous voulez. Je vous propose de passer au vote. Qui vote pour l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 16 décembre? Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, cette approbation est faite par 8 voix pour et 3 voix contre. Le point numéro 2 de l'ordre du jour concerne le marché de travaux pour la protection et la valorisation du chemin du phare du Pan. Donc, vous savez qu'on a lancé une consultation il y a maintenant un bon moment pour faire les travaux de réhabilitation du chemin du phare du Pan. On a eu des réponses à l'appel d'offres et vous avez en document de travail l'évaluation de notre maître d'œuvre qui est Inex. L'évaluation est assez détaillée et vous aurez vu qu'il y a eu 2 offres qui ont été vraiment complètes pour être évaluées et donc il y a eu un classement de fait. Et donc l'idée maintenant c'est de délibérer sur le fait d'attribuer le marché de travaux donc au premier classé
à savoir Paysage et Pépinière du Guilord, qui est meilleur en prix et qui est meilleur en prestation. Voilà, ils me permettent de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération, sachant que on a pris un petit peu de retard dans la mise en place de ce marché et que donc on a commencé à avoir une discussion avec le prestataire retenu pour décaler la phase des travaux après la saison estivale parce que il n'était pas possible de les terminer avant la période de nidification et donc ça aurait entraîné une obligation de travailler en 2 phases avec un arrêt assez conséquent et on a pensé qu'il était préférable de reporter, ce qui nous permettra en plus de mieux nous préparer. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Une question, un commentaire, c'est pour partager un peu l'analyse qui a été faite. Il y a une petite question de l'entreprise qui a été choisie. A-t-elle vraiment la capacité en main-d'œuvre? C'est un peu la question qui revient dans l'analyse. Il y a une petite analyse qui permet de croire qu'ils sont peut-être en sous-nombre par rapport à la Colas, qui a une force quand même importante. Alors, effectivement, alors Pépinière du Guilord, tu vous rappelles que c'est l'entreprise qui avait eu le lot numéro 2 dans le marché de réhabilitation de la montée du Port-Clos et que en fait, on a été tout à fait satisfait de leurs prestations. Et c'est des gens qui ont l'habitude de sous-traiter. Et a priori, on sait déjà qu'ils vont utiliser des entreprises locales pour faire une partie des travaux. Ils ont discuté avec des entreprises locales pour se faire aider pour certains travaux. Local Bréa ou local... Non, local Bréa. Local Bréa. Et c'était aussi un point qui me paraissait intéressant parce que il n'y avait pas une entreprise bréatine capable de faire l'ensemble du marché, mais néanmoins, il est très probable qu'à l'arrivée, il y ait 2 entreprises bréatines qui travaillent sur ce marché. Une entreprise de transport, une entreprise plutôt côté paysage. Ok. Voilà pour répondre à votre question. D'autres commentaires, questions? Une remarque, puisque vous avez évoqué la montée du Port-Clos, vous avez pu voir, comme nous, qu'il y avait des herbes qui poussaient entre des pavés qui étaient sur le côté en descendant, probablement parce qu'il n'y a pas un revêtement qui a été mis en dessous les pavés comme il se fait habituellement. Ouais, sur le côté gauche. Sur le côté gauche en descendant. Sur le côté gauche en descendant, dans la première face de la boutique où ils vendent des savons, en face. Donc il y a des herbes qui poussent à l'intérieur et un spécialiste du sujet m'a indiqué que normalement on mettait un revêtement pour empêcher l'herbe de pousser et ça n'a pas été fait. Donc raison de plus pour être vigilant sur l'exécution du chantier. D'accord. On note ce point. D'autres commentaires? Donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour qui vote pour que l'on attribue le marché de travaux à Paysage et Pépinière du Guilord pour un montant de 217 900 € et pour me donner les pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération. Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Pardon. Le point numéro 3, c'est le budget eau et assainissement et c'est une décision modificative. Alors vous pourrez penser que cette décision modificative arrive tard. Oui. Alors la raison pour laquelle elle arrive tard, c'est qu'on a reçu la facture tard. On l'a reçue après le dernier conseil municipal, donc on n'a pas pu la passer au dernier conseil municipal. Et cette facture, en fait, c'est la facture du 2e semestre 2024, dans laquelle il y a les consommations qui correspondent a priori à la rupture de canalisation qu'on a eue au mois d'avril. Et pour votre information, quand même, alors qu'en 2023, on avait eu
que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. On avait eu 16 000 mètres cubes de consommés sur la période. Là, on en a eu 24 000. Et cette facture est arrivée tout récemment. Et on a bien évidemment été obligé de la prendre en compte. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ce conseil municipal Il fallait assez tôt. l'ADM. Parce que, voilà, il fallait que l'ADM soit enregistrée. Et franchement, la fermeture complète des comptes, c'est demain, 21. C'est ça? Oui. Voilà. Donc un peu surpris par cet événement et un peu surpris par la quantité a priori liée à cette rupture de canalisation. Parce qu'on parle quand même de 8000 mètres cubes, ce qui est énorme. Voilà, donc on propose, on augmente bien évidemment le chapitre 11-605 pour l'achat d'eau, à couvrir nos dépenses, et on augmente les recettes parce qu'on avait un petit peu de marge sur ce poste au chapitre 70 sur le sous-chapitre 70-11. Et donc la variation est de 3 750 €. Des commentaires ou des questions? Très bien, donc je vous propose de passer au vote. Qui vote pour autoriser le maire à prendre la DM dont on vient de parler sur le budget annexe eau et assainissement pour l'exercice 2024. Qui vote pour? Merci. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, point numéro 4, c'est une acquisition foncière de la parcelle agricole A953. Et le contexte dans lequel cet achat se fait, c'est le contexte de la lutte contre les invasives herbes de la pampa, où je vous rappelle qu'on a pris un certain nombre de décisions pour éradiquer cette herbe de la pampa, et on a dans ce cadre contacté les propriétaires pour leur proposer un deal par lequel c'est la commune qui prend en charge les frais d'éradication, mais en contrepartie, les propriétaires nous mettent ensuite la parcelle à disposition pendant 5 ans pour nous permettre de faire le suivi de cette éradication et s'assurer que les parcelles seront entretenues à minima pour que l'invasion des herbes de la pampa ne redémarre pas. Et c'est dans ce contexte qu'on a été contacté par un propriétaire qui nous a dit: j'ai une seule parcelle qui fait très exactement 410 mètres carrés, et que plutôt que de rentrer dans ce processus, la commune débroussaille et ensuite le propriétaire met à disposition, il nous a proposé de racheter cette parcelle. Donc comme on est dans une zone actuellement en friche, on lui a proposé de la racheter au prix de 50 centimes le mètre carré. Et comme la parcelle fait 410 mètres carrés, on parle d'un prix d'achat de 205 €, auquel il faut bien sûr rajouter les frais qui sont pris par le centre de gestion pour établir tous les actes de propriété. Voilà ce qu'on peut dire. Si vous avez des questions ou... Bien, donc si on peut passer au vote. Donc qui vote pour approuver l'achat de la parcelle A953 pour un montant total estimé à 900 €, et pour m'autoriser à solliciter le centre de gestion pour la prestation des actes administratifs, et ensuite à signer l'acte de vente quand les actes seront préparés. Qui vote pour? Très bien, merci. Donc cette proposition, cette délibération est approuvée à l'unanimité. Monsieur. Oui. Pardon? Le montant de la parcelle, il n'est pas de 900, c'est le... C'est le montant de l'achat. Oui, alors je ne sais pas si la délibération Est bien formulée. est bien formulée. On met le montant total. Oui, l'achat de la parcelle, bon. Bon, C'est juste que c'est pour vous. on a entendu 900, donc On peut préciser, hein. Pour un prix d'achat de 205 et un montant à 660. Hein. On précisera.
Ok, on précisera dans la délibération. Le point numéro 5, c'est donc un point administratif, c'est la création de 2 emplois en déterminés pour des adjoints techniques territoriaux. Donc on a l'obligation de créer un certain nombre de postes et donc vous vous rappelez peut-être qu'au mois de novembre 2024, on avait déjà créé 2 postes pour en fait pérenniser 2 emplois d'agents techniques, sachant que actuellement on a 3 agents dont 2 sont en disponibilité pour convenance personnelle et le 3e est en congé maladie et donc il fallait les remplacer. On a donc recruté 3 agents début 2024 pour parer à cette situation. On a considéré qu'il fallait pérenniser donc 2 de ces agents, ce qu'on a fait au mois de novembre. Le 3e agent a décidé de ne pas poursuivre et nous a quittés le 20 décembre. Et donc là, on va recruter à nouveau un agent pour au même niveau, mais on pense qu'il faut prendre un contrat à durée déterminée, mais plus attractif pour attirer quelqu'un d'une manière plus pérenne. C'est la raison pour laquelle ça peut vous paraître un peu surprenant, mais on crée 2 emplois, un pour les services techniques sur l'aspect, on va dire, équipe technique. D'accord. Le 2e, vous avez une question, Monsieur Lepage. Oui, parce que dans le réseau, on a créé 2 emplois à durée déterminée, enfin 2 emplois, parce que durée déterminée en novembre. Il y a un qui correspond pas à ce qu'il faudrait comme emploi. Il est supprimé? Non. Est-ce que le poste est supprimé? Parce que là, on voit. Non, en fait, on avait recruté 3 personnes. Oui. À 2, et on a créé, et on avait pris des contrats, on va dire, temporaire d'activité. temporaires, dû à l'accroissement temporaire d'activité. Sur ces 3 personnes qu'on a recrutées, il y en a 2 qu'on souhaite pérenniser. Donc au mois de novembre, on a créé donc des postes pour ces 2 personnes, pas pour la 3e. Et il se trouve que la 3e a décidé de nous quitter au 20 décembre. Il faut donc qu'on recrute une personne pour remplacer celle qui est partie le 20 décembre, qui était en contrat temporaire pour accroissement d'activité. Et il se trouve que on rencontre des difficultés pour recruter et que si on a un poste avec un contrat à durée déterminée, on pense que c'est plus attractif qu'un contrat temporaire pour accroissement d'activité. Donc on crée un poste qui est, entre guillemets, plus permanent pour retrouver le niveau qu'on avait avant. Donc je ne suis pas clair? Si, à peu près. Mais c'est toujours compliqué. C'est assez compliqué. C'est toujours compliqué. Et en fait, on veut reconstituer l'équipe qu'on avait avant le départ de 2 agents en disponibilité pour convenance personnelle et le 3e pour arrêt maladie. Donc en fait, on avait 3 agents en durée indéterminée et on essaye de recréer et de réavoir 3 agents. Mais le contrat à durée déterminée dans le cadre du Code de la fonction publique, en fait, la date de fin du contrat n'est pas indiquée. Le poste, il peut durer 10 ans. Pardon? Alors, il y a le poste créé peut durer 10 ans. Celui qui va le remplir est là pour une période déterminée. Il est là pour une période déterminée. Il peut être en CDD pendant 6 ans. Oui. Soit 3 ans, soit 6 fois 1 an. Et dans tous les cas, après, il peut être, s'il reste contractuel, il sera en CDI. Oui, mais ça, c'est celui qui le... Vous faites la différence entre le poste... Le poste et les contrats. Entre le poste et la personne qui le... Sur un poste, on a plusieurs modèles de contrat. Non. Mais le poste, il reste le même. Ce que l'on craint, et on l'a déjà indiqué plusieurs fois, on ne veut pas augmenter les charges fixes de la commune sur le long terme. Alors, on a une situation un peu particulière là avec des gens qui sont partis, mais on crée un poste, on crée un contrat à durée déterminée, mais qui en fait
est pérenne. On crée un poste pérenne. Vis-à-vis de la personne. Pas vis-à-vis de la personne, mais vis-à-vis de la collectivité de Bréa, on crée un poste pérenne. Oui. Ça, c'est donc pour le premier poste. Le deuxième poste qui nécessite une création, c'est le fait que, donc, dans le cadre des ZML, on va avoir une activité plus importante. Et donc, jusqu'à présent, on prenait vraiment une personne pendant une durée de 3 mois au total sur l'année. Et là, il nous paraît nécessaire de doubler ce temps de travail suivant une répartition des heures qui dépend de la période de l'année. Et donc, on crée un poste pour ça, qui sera donc un poste à mi-temps sur la base de 17h30 par semaine. Et il y aura le trimestre de l'été sera un trimestre où la personne en fait travaillera à temps plein, et les deux autres, le trimestre du printemps et le trimestre de l'automne, il travaillera à mi-temps, et le trimestre de l'hiver, il travaillera pas. Ce qui fait au global un travail à mi-temps, mais avec une répartition qui colle effectivement à l'activité réelle à mettre le pas. La mise en place de la SMEL va durer un certain temps, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. La fin de ce poste-là, avec ce niveau-là de horaire, devrait pouvoir être prévu, là. Alors que l'autre, je comprends qu'il est puissant. Alors, on va quand même avoir beaucoup plus de mouillage à contrôler et donc et à administrer. 242 plus. Donc, a priori, cet emploi-là va être pérenne sur la base d'un mi-temps annualisé, si vous voulez. Alors que jusqu'à présent, on avait un quart de temps. Quart de temps même. Oui, il était à quart. C'était temps plein pendant un trimestre, à peu près, pendant les 3 mois d'été. Mais maintenant, on considère qu'en préparation et autres... Il va être pris en charge par le budget du port. Oui. Et on vous a déjà dit que dans le cadre des ZML, on faisait un plan d'exploitation prévisionnel qui doit être neutre pour la commune, vérifié au bout de 3 ans. Et dans ce plan d'exploitation prévisionnel, on a bien mis le temps additionnel de la personne pour gérer les ZML a été pris en compte dans le plan d'exploitation en coût. Sachant que le budget du port était légèrement bénéficiaire selon les années, le budget du port restera autour de l'équilibre. Il compte, et on vous présentera lors du prochain conseil la convention qu'on va signer donc avec l'État pour la gestion des ZML. C'est le budget des ZML qui doit être équilibré et qui ne doit pas avoir un impact négatif sur le budget, on va dire, des ports communaux. Donc, si le budget des ports communaux était bénéficiaire, il doit rester bénéficiaire. C'est le budget des ZML qui doit être équilibré. Oui, mais le budget, si le budget de ZML est à peu près équilibré et que le budget du port l'était avant, la somme des deux devrait l'être. Ah oui, absolument. Non, c'est ça que je veux dire. On sera attentif dans le cadre du budget 2025 à ce que l'ensemble des créations de postes puisse amener à ne pas dépasser les ratios habituellement observés dans des communes, même littorales, et qui font beaucoup de choses pour eux. Très bien. Si vous n'avez pas d'autres questions, on peut passer au vote. Donc, qui approuve donc l'ouverture de ces deux emplois, l'un pour les services techniques, l'autre pour la gestion des ports, et dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront ouverts au chapitre 12 du budget principal et du budget des ports. Très bien. Cette délibération est approuvée à l'unanimité. Le point suivant, c'est le point numéro 6. Donc, c'est la présentation du bilan du projet alimentaire territorial. Donc, c'est une demande qui avait été faite par Émeric. Il y a ça deux, juste au mois de novembre, veille.
Et donc on a préparé une présentation. Et je vais passer la parole à Marion. Mais vous aurez une projection des diapositives qui résument ce qui va vous être présenté. Oui. Alors. Donc, pour commencer, le PAT, pour un petit rappel, a commencé officiellement en été 2021, donc suite à une approbation de la convention avec la DRAF par le Conseil, puis la signature de cette convention. Donc voilà. Suite à ça, on a embauché une première chargée de mission à temps plein pendant 2 ans, qui a commencé de faire de la concertation avec les différents acteurs et qui a lancé un certain nombre d'animations et de communications. Ensuite, on a jugé qu'un temps plein, c'était un peu trop vu la vitesse d'avancement du projet, donc on a préféré passer à un mi-temps. Donc on a eu un chargé de mission qui termine dans 1 mois à peu près, à mi-temps sur l'année 2024. Alors je vais passer en revue les différents objectifs du PAT qu'on s'était fixé au départ pour voir un peu qu'est-ce qu'on a pu faire et si les résultats sont satisfaisants. Donc déjà pour rappel, les objectifs très généraux du PAT, c'était relocaliser sur l'île une production alimentaire saine et durable, d'une part, et fédérer localement autour de la notion de patrimoine alimentaire insulaire. Donc c'est à la fois, un PAT, c'est vraiment un projet qui doit être concerté, qui à la fois qui combine des actions du porteur de projet, donc là de la mairie, et un aspect facilitateur, un rôle facilitateur très important en parlant des sujets d'alimentation et d'agriculture qui incitent les différents acteurs à s'approprier ces sujets-là et à prendre des initiatives qui vont dans le sens de la relocalisation alimentaire. Moi, je sais pas si je suis très claire, mais ça va peut-être s'éclaircir avec la suite de la présentation. Donc, dans le dossier qu'on avait envoyé à la DRAF, on avait proposé 5 pistes d'action, donc qui sont reprises là. Je vais les reprendre une par une. Alors, la première, c'était un objectif de sensibiliser la population à une alimentation locale, saine, de qualité, accessible et respectueuse de l'environnement. Donc vraiment des aspects communication et sensibilisation, d'animation pour tous les publics. Dans ce cadre-là, il y a eu une 60aine d'animations réalisées dans ces thèmes-là. Alors dans ces animations, ces 60 animations, j'inclus les animations portées directement par la commune, donc organisées ou initiées par le chargé de mission, et des actions ont été initiées par des acteurs locaux de façon indépendante, mais qui ont contribué à la dynamique autour de l'alimentation locale. Donc c'est un peu plus de la moitié porté par la commune et puis, par le chargé de mission, et puis on va dire un bon tiers porté par des acteurs avec le relais de communication par le chargé de mission sur les réseaux de la mairie ou en lien avec l'office du tourisme aussi. Et on peut souligner qu'il y a eu 8 animations spécifiques pour les enfants de l'école, donc là qui étaient initiées par le chargé de mission. Donc il y a eu sortie botanique, atelier aquarelle, atelier pain, atelier algues et sortie algues. Et ça fait en partenariat à chaque fois avec soit des associations, soit des professionnels locaux. Ensuite, parmi les animations, on a repris la liste. Il y a eu des visites de jardin, des films projetés avec débats,
des stands, des dégustations, plein de choses. Et parmi les animations portées par les autres acteurs du territoire, c'était principalement des visites de ferme et des sorties botaniques, par exemple. Ensuite, toujours dans ce souci de sensibilisation et de fédération des gens, on a organisé 4 réunions publiques, donc une au tout début, une au bout d'un an pour parler du foncier, une à la fin du contrat de la première chargée de mission qui a fait le bilan de toutes ses actions, et une dernièrement, là, enfin en novembre 2024, à la fin du contrat, enfin à la fin du PAT officiel, on va dire. Par ailleurs, les 2 chargés de mission ont fait beaucoup de communication sur les réseaux. Il y avait eu une page Instagram, je sais même pas comment ça s'appelle, créée pour ça. Sinon, c'était par les réseaux habituels de la mairie. Et on avait fait un flyer en début de projet. Ensuite, donc, ce qu'on peut dire, oui, il y a eu plus de 1000 personnes participant à ces différentes animations, plus les réunions publiques qui n'étaient pas comptées là-dedans. À chaque fois avec une trentaine de participants dans les réunions publiques. Donc ça a touché quand même pas mal de monde, ça a bien rendu visible ces sujets d'alimentation et d'agriculture pendant les 3-4 ans. Ensuite, le deuxième point, c'était favoriser l'accès à une alimentation locale, saine, de qualité, accessible et respectueuse de l'environnement, et maximiser la résilience alimentaire du territoire. Alors là, on a fait quelques réalisations, mais assez vite, on s'est rendu compte que c'est pas la commune qui peut créer de l'alimentation, et donc ça s'appuie beaucoup sur la dynamique des acteurs locaux qui créent ou pas des activités, qui se mettent en réseau ou pas, qui veulent acheter aux collègues ou pas les produits. Donc là, c'était un peu plus délicat comme objectif. Néanmoins, on a réussi à travailler une convention de mise à disposition de terrains communaux pour des jardins familiaux, dans le but que les privés et les familles puissent produire leur propre alimentation. Il y a eu le travail autour de la loi Egalim pour la restauration scolaire dont on a parlé la dernière fois. Donc en tout cas, une convention avec un restaurateur local pour la restauration scolaire qui prend en compte la loi Egalim et qui est apparemment respectée. Ensuite, c'est un peu anecdotique, mais depuis 3 ou 4 ans, les paniers distribués aux personnes âgées de l'île ou aux agents communaux prennent en compte des produits locaux, alors qu'avant c'était plus des produits qui venaient d'ailleurs. Donc ça contribue aussi à faire connaître les producteurs locaux, à mettre en lien, etc. Mais c'est à peu près tout ce qu'on peut mettre dans cet objectif-là. Ensuite, sur l'objectif 3, qui était valoriser l'insularité et le patrimoine alimentaire maritime, on avait pensé à une maison de la mer et ça faisait trop de projets dans ce PAT, donc c'était trop ambitieux. On a abandonné ce projet-là assez rapidement. Il y a eu de la sensibilisation, donc qui rejoint l'objectif 1, mais il y a eu de la sensibilisation spécifique autour des algues et de la cuisine des algues. Et puis sinon, une aide plus au niveau du foncier pour l'ostréiculteur, même si pour l'instant, je crois que malheureusement, ça n'a pas abouti. Mais en tout cas, on est à l'écoute et puis on soutient autant qu'on peut ce genre d'initiative privée. Alors après, c'est le gros morceau, c'était l'objectif 4, parce que pour pouvoir avoir plus d'accès à l'alimentation, il fallait déjà que les producteurs puissent produire localement des denrées alimentaires.
Donc, c'était sécuriser l'accès aux moyens de production, terres et bâtiments, pour conforter les exploitations agricoles existantes et favoriser l'installation de nouvelles fermes. Donc là, il y a eu beaucoup de travail fait. Le travail principal a consisté à élaborer et mettre en œuvre le début d'une politique communale en termes de foncier et de développement agricole. On a travaillé sur le prix des terres agricoles, déjà avec la mise en place d'une veille foncière en lien avec la SAFER, pour définir une grille qui soit acceptable, on va dire, vu le contexte de l'île, même si les prix des terres agricoles restent énormes si on compare au continent, mais bon, on est dans un contexte très particulier. Donc c'est la grille qu'on suit maintenant à chaque fois que la commune achète des terres agricoles. Il y a eu un certain nombre d'acquisitions de terres par la commune, justement, dans l'idée que une fois que ces terres sont communales, ça garantit l'usage à long terme agricole de ces terres-là. Elles pourront pas devenir des jardins ou être privatisées. Et donc, dans ce cadre-là, la commune a acquis environ 3 hectares qui correspondent à peu près à 50 parcelles. Donc, c'est des tas de petits morceaux. Mais à force d'en réunir, ça commence à faire des îlots qui ressemblent à quelque chose. Et pour un montant environ de 63 000 €, c'était 6 transactions. Et il y a encore des transactions en cours. Il y a celle qu'on a votée tout à l'heure, par exemple. Mais il y en a encore une ou deux en cours. Voilà. On a aussi travaillé avec les propriétaires privés qui ne voulaient pas vendre, qui veulent conserver leurs terres, mais que la commune les aide à les mettre en valeur par l'agriculture. Donc ça, c'est les conventions qu'on a fait valider en conseil en septembre, avec d'une part les propriétaires et ensuite d'autre part les agriculteurs. Donc là, il y a... Alors, j'ai pas le chiffre précis parce que... Voilà. Ah, pardon. Oula, désolé. Ouais, en tout cas, on est à peu près une dizaine de conventions signées avec des propriétaires et il y a encore un certain nombre de discussions en cours avec d'autres propriétaires. Ça va se poursuivre. Hein. Il y a ensuite la contractualisation avec les agriculteurs. Là, les discussions sont en cours. Les conventions ont été élaborées et validées. Ensuite, pour les propriétaires qui veulent traiter directement avec les agriculteurs, on a mis à disposition les modèles de Beau et de Comoda pour diffuser ces pratiques-là et inciter à clarifier les relations. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Ensuite, il y a eu un gros morceau qui était plus pour permettre l'installation d'un nouveau porteur de projet. C'est la démarche autour de la valorisation des friches. Donc, on avait commencé par faire une étude agronomique de la valeur des friches il y a 2 ans, je ne sais plus, avec le GAP 22, donc qui nous a mis en évidence que la plupart des friches, notamment du rosédo, où il y a les herbes de la pampa, sont de faible qualité, mais qu'elles peuvent être intéressantes pour du pâturage extensif de soit moutons, soit chèvres. Et il y a quelques terres cultivables par là-bas aussi, mais qui peuvent être intéressantes en complément pour l'éleveur qui pâturerait sur les terres pauvres. À la suite de ça, on a fait aussi un test de débroussaillage pour voir comment les herbes de la pampa réagissent quand on débroussaille et comment les autres végétations reprennent. Donc les résultats sont intéressants, ce qui nous a incité à poursuivre sur l'ensemble du terrain là-bas. Donc on a contacté les propriétaires avec des très bons retours. Beaucoup sont favorables à la démarche. Et on a demandé l'aide au Fonds vert dans le cadre de l'éradication des espèces exotiques et envahissantes. On a obtenu là début janvier. Donc maintenant, il reste à faire les travaux et puis enclencher tout ça, quoi.
Et voilà pour ce point. Et donc, on arrive sur la recherche de porteurs de projets. Donc, les chargés de mission ont accompagné à peu près 4 personnes. Alors, il n'y a aucun projet abouti, mais ça consistait à les aider dans les recherches de foncier, de contact avec les propriétaires ou les mises en réseau avec les structures qui peuvent accompagner. Et voilà, j'espère que on aboutira avec la porteuse de projet qu'on a en ce moment, on va dire dans les tuyaux pour de l'élevage de chèvres sur les terrains envahis par les herbes de la pampa. Alors, on peut passer au dernier point qui était développer, promouvoir un écotourisme responsable en valorisant le patrimoine alimentaire et environnemental de Bréhat. Donc là, c'est un objectif qui rejoignait beaucoup les projets de sites d'exception et il y a eu des ponts faits avec ce projet-là, notamment à inclure certains aspects de la valorisation des produits locaux et de l'agriculture locale dans la nouvelle signalétique. Et sinon, il y a eu beaucoup de travail en partenariat entre le chargé de mission et l'Office du tourisme pour tout ce qui était les actions menées. Et après, c'est pareil, ça dépend plus de la disponibilité de produits locaux et du bon vouloir des différents acteurs, mais il y a un certain nombre de commerçants ou restaurateurs locaux qui valorisent des produits de Bréhat, en tout cas qui sont très demandeurs, même si l'offre de produits agricoles est trop insuffisante. Alors, pour une petite conclusion sur ces différents objectifs, ce qu'on peut constater au bout de 4 ans, là, c'est globalement une meilleure appropriation de tous ces sujets par les différents acteurs, les habitants, les propriétaires notamment. Je pense que cette sensibilisation a aidé à avoir un retour favorable des propriétaires quand on les contacte pour les herbes de la pampa, par exemple. On peut dire qu'il y a eu un renforcement de la dynamique autour de l'alimentation sur Bréhat, l'alimentation locale, notamment la mise en valeur par certains restaurateurs des produits locaux, la pérennisation de certaines animations qui ont été lancées par les chargés de mission du PAT. Donc on va essayer de poursuivre que soit des associations, soit des professionnels s'approprient et veulent continuer. Et puis on peut dire que la présence, le fait d'avoir des moyens humains pour ce projet a permis des échanges intéressants entre les PAT des îles notamment, et notamment pour prendre du recul sur notre situation, profiter de leurs expériences, les expériences des autres, se rendre compte que les difficultés sont assez souvent les mêmes dans pas mal de PAT, que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine au départ de faire aboutir une installation agricole. C'est très compliqué à faire aboutir, ça dépend d'énormément de facteurs différents. Donc ça, on l'a vu avec les différents retours de PAT, et puis on a eu plutôt des très bons retours de la DRAF, qui était contente de tout ce qu'on a pu faire, et qui aurait bien voulu qu'on passe au niveau 2, même si on a jugé que c'était suffisant comme ça. On ne voulait pas réembaucher un chargé de mission pendant 5 ans, là. Donc, de façon générale, c'est un exercice un peu difficile d'évaluer un PAT parce que les résultats, il y a des résultats tangibles comme les achats de terre, etc., mais il y a aussi beaucoup de résultats qui sont difficiles à mesurer, qui sont plus de la maturation du sujet chez les différents acteurs, et est-ce que les acteurs vont prendre des initiatives en faveur de l'alimentation locale ou pas? Donc c'était assez difficile de mesurer tout ça. Et je pense que le résultat est positif en termes de dynamique alimentaire locale. Alors, pour finir,
c'est un petit point sur le budget. Au départ, on avait prévu un budget de 156 000 euros. On a finalement utilisé 111 000 euros, qui était quand même très majoritairement le salaire des chargés de mission. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, la subvention était finalement de 67 000 euros, donc 70% des dépenses éligibles, mais on a à la fois fait le choix de faire certaines dépenses, même si elles n'étaient pas éligibles, comme le test de débroussaillage. Et par ailleurs, on a préféré garder le chargé de mission au-delà de la fin de la période d'éligibilité, parce que il y avait encore des dossiers pas finis. Donc plusieurs mois, là, tous les derniers mois ne sont plus pris en compte par la subvention de la DRAF. Et donc au final, le financement par la commune est d'environ 44 000 euros. Et au départ, dans le projet initial, on avait prévu 56 000 euros. Donc on a essayé d'optimiser au maximum les dépenses en nous rendant compte qu'en fait un budget très gros sur 3 ans, c'était difficile. Enfin, c'était pas nécessaire d'utiliser un très gros budget sur 3 ans et qu'il valait mieux étaler nos efforts un peu au-delà et pérenniser par exemple le travail sur le foncier qui va se poursuivre sans charger de mission spécifique. Mais voilà, il y a un moment où on a préféré donc passer le chargé de mission à mi-temps, parce que même à temps plein, on peut pas faire plus de travail que ce que le temps est prêt, que ce qui est mûr, quoi. Donc voilà, on a piloté de cette manière-là au niveau financier. Et merci de votre attention. C'était un peu dense. Merci Marion. Merci Marion. Si vous avez des questions. Alors, on a forcément des questions, mais je vais revenir sur un truc que tu as dit là en conseil, et les mots ont un sens en fait. Et quand tu dis que la loi Egalim est apparemment respectée, tu peux soit développer, soit infirmer, mais il faut dire quelque chose là-dessus. Ce que je vais dire, c'est que normalement, le seul moyen d'affirmer, c'est qu'il y a un dispositif au niveau des DRAF qui s'appelle Ma Cantine, mais un truc informatisé à compléter par tous les gestionnaires de cantines, qui est très très imbuvable à compléter pour des petites structures. Donc je préfère même pas suggérer à notre restaurateur de compléter ça, parce qu'il faut rentrer toutes les factures et après il pourrait le faire, ça serait intéressant, mais en fait c'est le seul moyen de pouvoir dire vraiment officiellement c'est respecté à tel niveau, parce qu'après c'est sa bonne foi, je ne me mettrai pas en doute. Voilà. Ouais, tu j'ai dit apparemment la même lecture, et ce qui est sous-jacent en fait, c'est comme la dernière fois, il y a eu un malentendu sur le fait que la loi Egalim et GAEC. Non, oui, ça, je fais pas l'amalgame. C'est ce que ça ressort en fait de ce que tu dis en fait. Quand tu dis apparemment respecté, ça laisse planer un doute quand même. Non. Je pense que ce qui s'est passé, il y a eu une incompréhension lors de la présentation, et je m'étais mal exprimé, et donc il y a eu cette confusion qui a été faite. Je vous rappelle que le restaurateur qui s'occupe de la cantine a demandé à ce qu'on fasse une correction, que nous avons fait. Il a confirmé, lui, qu'il respectait la loi Egalim, non pas en se fournissant uniquement sur l'île, mais en fournissant auprès de l'agriculteur bio et de fournisseurs locaux au-delà de l'île. Okay. Mais ce que dit Marion était aussi exact. Donc cette confusion, on a levé la confusion qui avait pu être apparue. Ce que dit Marion est aussi exact. Il y a ce fameux site Ma Cantine, qui est un travail extrêmement fastidieux et qui serait le seul moyen de pouvoir affirmer d'une manière absolument indiscutable que la loi Egalim est respectée. C'est tellement difficile à remplir qu'on ne veut pas même l'imposer au restaurateur. Mais le restaurateur a toute notre confiance au niveau de sa respect de ses lois. Voilà. Donc
Et on le dit, voilà, il faut le dire. Oui, mais c'est bien de le dire. Et on le pense. Il y a eu 2 fois le doute quand même. Oui, bah, Bien, ouais, bien sûr bien sûr qu'il peut, enfin, on a confiance en lui, évidemment, sinon on ne travaillerait pas comme ça. Et aussi, Marion ne peut pas dire autre chose que apparemment, puisque le logiciel Ma Cantine n'a pas été respecté. Oui. On ne peut pas s'engager sur un truc, c'est ça qui va faire foi pour dire que la loi Egalim est respectée. Bah oui, désolé, Émeric, ça fait souffler, mais Oui. on est d'accord avec le restaurateur, on sait qu'il fait bien le job et on lui fait entièrement confiance. Entièrement confiance. Et la loi dit qu'il faut remplir Ma Cantine, ce logiciel, et il le fait pas, et on comprend parce que c'est une corvée, parce qu'on lui impose pas, tout à fait. Mais du coup, c'est protocolaire, on va dire, mais on peut pas se permettre de dire oui, puisqu'on n'a pas ce fameux logiciel qui embête tout le monde, mais qui est le seul qui va prouver que c'est la loi légale. Je suis d'accord avec toi, on a les preuves de ce qu'il achète, il a les factures, les trucs. Après, effectivement, il rentre pas le tableau et on va pas lui imposer ça. Voilà, il y a pas ça qu'on peut pas se permettre de dire que, comme tu dis en conseil, on peut pas se permettre de dire que c'est OK 100%, puisqu'il faudrait remplir ça. C'est juste ça, c'est ce détail. C'est juste, oui, il y a beaucoup de cantines ne remplissent pas ce logiciel, justement. Enfin, ça fait partie des débats des discussions qu'il y a dans les réseaux des PAT, ça. Oui, tout à fait, c'est juste ça. Donc, Après, il le faut reste. juste changer le mot apparemment. Donc il faut, au lieu qu'on dise apparemment, il faudra mettre qu'on n'a pas la corrélation avec le logiciel. Oui, tu vois, que le logiciel n'est pas rempli. Oui, c'est juste le mot, quoi. Bah. Session qui aime bien l'employé Jean-Luc, les mots ont un sens. Oui, ça, C'est juste ça, on va fait pas. 5 ans qu'on sait que les mots ont un sens. Après, la présentation est un peu compliquée à suivre, mais je sais pas que dire, à part que c'est peut-être c'est indigeste, si tu peux nous passer. Ah bah merci. Et on a le droit d'avoir le contraire, et je suis désolé, notre rôle au conseil, on a été élus jusqu'à preuve du contraire, et on remonte ce que les gens nous disent. D'accord. Et le problème, c'est que peut-être qu'on voit pas tout à fait les mêmes gens. Il y a un entre-soi, et c'est sociologique. On n'est qu'avec des gens qui sont d'accord avec nous-mêmes maintenant. Et je suis désolé, moi, j'ai pas rencontré une personne qui est d'accord avec le PAT. Je suis désolé pour toi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit c'est génial, c'est exceptionnel, ça a révolutionné Bréa. Ah bah ça, je suis d'accord que ça n'a pas révolutionné Bréa. Ça. C'est peut-être pas le but du jeu. Ah non. Je suis d'accord avec toi. Ah non, j'avais pas cette prétention. Mais c'est dommage. Au final, c'est même dommage, hein, parce qu'on aurait pu. Ah, si tu le dis. Ah ben, il n'y a pas de problème avec ça, mais une nouvelle fois, c'est de l'argent public qui a été dépensé. Beaucoup d'argent public, c'est pas que l'argent de Bréa, mais c'est l'argent de nos impôts qui a été dépensé là-dedans. La finalité, c'est comme tu dis, c'est vague. On n'arrive pas à avoir une preuve tangible. Je te l'avais posé l'année dernière en question. Qu'est-ce que concrètement dans l'assiette des Bréatins, ça a changé? Ben, ce que j'ai dit, c'est que c'est pas la mairie qui produit l'alimentation, donc on peut inciter, on peut sensibiliser, on peut faire tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas le bon porteur de projet avec les bonnes terres, le bon bâtiment et la production qui va bien, et ben. Et on en revient au problème de départ. On peut juste. Parce que Bréa n'est pas adapté à ça. Il y a des îles, le Para est très bien adapté à une certaine culture, ça fonctionne très bien pour eux, et tant mieux. Bréa, historiquement, n'a jamais été une île agricole outre mesure. Il y avait les petits élevages familiaux qui marchaient très bien. Après, Bréa n'est pas extensible. Alors effectivement, il y a des terres qui vont se libérer avec la de Pampa. Tu parles de mettre des chèvres. Alors, étant moi-même producteur ovin et caprin, mettre des chèvres là-bas, je vous souhaite bon courage. Avec les problèmes de chiens en divagation qu'il y a, je vous souhaite bon courage aussi. Moi, j'ai du mal à concevoir. Avec moi, mes chèvres, déjà, j'ai du mal avec des clôtures aux normes, sans chèvres, avec d'autres problèmes. Bon courage. Sincèrement, ça va pas être évident. Après, il faut faire quelque chose pour que l'herbe de la Pampa soit traitée et ne revienne pas. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Peut-être d'autres solutions. Mais c'est vrai que mon approche est plutôt d'essayer de chercher des solutions parce que je me dis que c'est ah, mais il en faut une des seules solutions pour entretenir ces espaces en friche. Donc, je préfère chercher des solutions que dire non, c'est impossible, on n'essaye même pas. Tout à fait. Alors après, forcément. C'est mon approche. Bon. Oui. Je suis peut-être un peu trop idéaliste et naïve. Mais bon. Pour le vivre au quotidien, je passe du temps à courir après les chèvres. Mais c'est une passion chez certains. C'est bon pour ton cardio. Heureusement, bon. Après, quand même, quelques questions auxquelles tu pourras répondre. Est-ce que vous avez vu une hausse de production entre le GAEC ou les autres producteurs locaux, parce que vous avez dégagé des terres? Est-ce qu'il y a eu des... Bon, ça, alors, comment dire, au niveau du GAEC, je pense qu'il y a une hausse de production.
Bon, ça, c'est de l'ordre. Là, c'est pas des infos qui relèvent de la commune, d'ailleurs. Mais Oui, mais ça peut remonter justement au chargé de mission. Ça peut faire partie des choses que lui peut redistribuer après en info. C'est intéressant. Mais c'est autant dû à une meilleure optimisation des moyens disponibles qu'à une augmentation des moyens, cette hausse de production. Et par ailleurs, du côté de la production laitière, comme Anne-Laure s'est installée en 2020, sa production a forcément augmenté parce qu'elle était en phase d'installation, de développement. Et là, ça a aussi rien à voir avec l'action de la mairie. Oui, voilà. Oui, là, sur Anne-Laure, on peut pas dire que c'est la mairie qui l'ait développé. Et après, il y a eu l'installation de l'ostréiculteur aussi, qui n'est pas non plus le fait de la mairie. Enfin, c'est à chaque fois des initiatives privées que, au niveau de la mairie, on peut encourager, aider si on a les leviers pour aider. Parfois, on n'a pas de levier pour aider. Mais quand on les a, si on est dans une démarche à vouloir aider, on le fait. Et là, c'est notre cas, quoi. Et pour l'instant, oui, il n'y a pas d'autres productions, comme vous le savez. Oui, vous avez parlé d'une autre agriculteur. Je ne sais plus c'était quoi, c'était pas des fraises ou un truc aussi. Ah oui, il y avait eu un projet, mais elle a préféré aller s'installer ailleurs où les conditions étaient beaucoup plus faciles qu'à Bréa. Et je pense qu'elle a bien fait. C'est QFD, mais oui, d'accord. C'est sûr que. Soit on baisse les bras Oui. et on ne fait strictement rien, et on va avoir tous les ans 50 000 euros à dépenser pour se préserver des herbes de la pampa, soit on essaye de trouver des solutions. Alors je suis d'accord avec toi que c'est pas évident et que Bréa ne sera jamais bas, entièrement d'accord, mais soit on ne fait absolument rien, soit on essaye quand même de faire un peu quelque chose. Et moi, ce qui me conforte dans le besoin de sensibiliser les gens à ces problématiques, si tu veux, c'est le développement des invasives. Si on ne fait rien, l'île va être entièrement, non seulement par des herbes de la pampa, mais par d'autres invasives. Et qu'est-ce qu'on fera après? Là, on a la chance d'avoir eu une subvention importante du fonds vert qui va nous permettre, a priori, d'éradiquer autour du Rosello, si tu veux, environ 5 hectares. Eh bien, on n'aura pas ce type de subvention. Continuellement. Et si on ne fait rien, on va se retrouver confronté à ça. Tout le monde sait qu'un des intérêts d'avoir une agriculture, même si elle est minimale, c'est l'entretien des espaces naturels. Exactement. Et ça, on essaye de faire un petit peu quelque chose. C'est beaucoup plus difficile sur Bréa, je pense, que sur un certain nombre d'autres îles. Mais on essaye quand même. Oui, mais Marion vient de prouver que les derniers agriculteurs à s'être installés, ou ostréiculteurs, c'est des initiatives privées en l'occurrence. C'est pas le PAT qui les a motivés à y aller. Non, mais ça prouve rien. Enfin, ça veut pas dire que le PAT est inutile. C'est juste un constat que. Sinon, si vous voulez qu'on crée une régie communale pour installer un agriculteur, on va pas se lancer là-dedans, quoi. Et ça serait la seule solution pour avoir un trait direct entre la mairie et de la production alimentaire. Mais on va pas se lancer là-dedans. Soyons clairs, il y a eu de l'entretien des terres à Bréa depuis des siècles sans plan d'implémentation territoriale qui a coûté 110 000 euros et qui coûte pour la part communale 50 euros par contribuable bréatin. Bon, faut dire les choses. Est-ce que chacun en a eu pour 50 euros d'impôts sur ses impôts communaux? La réponse qu'on apporte est non. Ouais, il y a d'autres services publics qui n'ont pas un lien direct entre les impôts payés et le résultat bien sûr. immédiat. Bien sûr. Là, on peut pas attendre un résultat immédiat sur des projets comme ça. Bon. Mais par contre, si on ne fait rien, on sait que ça sera pire. Attendez, il y a eu des achats de terre avant 2020. Il y a eu de l'entretien de terre à Bréa depuis des siècles. C'est pas parce qu'il y a eu le plan d'alimentation territoriale qu'on est passé de l'ombre à la lumière, et c'est pas parce qu'il n'y aura pas de plan d'alimentation territoriale qu'il n'y aura rien de fait. Ça, autant ce que vous dites, oui, pendant des siècles ou des décennies ou même des siècles, il y a eu de l'entretien sur Bréa. Oui, à une époque où il y avait beaucoup plus d'agriculture qu'aujourd'hui. Oui. L'agriculture aujourd'hui à Bréa, elle a tendance quand même à diminuer.
Et moi, je dis que si elle disparaît, eh ben, on en subira à ce moment-là les conséquences. On n'assimile pas agriculture et plan d'alimentation territoriale. On est désolé. L'agriculture est essentielle à l'entretien des paysages à Bréa et ailleurs. On est tous parfaitement d'accord. Il y en a eu avant, il y en aura après le plan d'alimentation territoriale. Le PAT était un levier pour inciter au développement de l'agriculture et nous aider à mettre en place la politique foncière, être un appui pour l'agriculture, parce qu'on sent bien qu'il y a besoin. C'est une activité tellement difficile, complexe, et dans des conditions comme Bréatré, vraiment compliquées à mettre en œuvre, que si la collectivité ou les citoyens ne participent pas à son soutien, c'est le risque, on risque le déclin à l'avenir, quoi. Bon, je suis pas claire, mais je pense qu'il y a besoin d'une intervention de la collectivité et des citoyens pour soutenir l'agriculture, pour éviter que cette activité décline et ne puisse plus jouer son rôle d'entretien de l'espace, des paysages, de la biodiversité. Bon, voilà, c'est mon approche, mais j'entends très bien que vous n'avez pas la même approche, ou que c'est pas vraiment une priorité pour vous, ou ça s'entend. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas que l'agriculture n'est pas forcément une priorité. C'est l'argent public dépensé pour ça. En fait, c'est cette chose-là, en fait. Que tu l'as dit, il y a des initiatives privées qui sont très bien et il faut espérer que les gens se motivent sans apport public. C'est pas la solution miracle, en fait. Ah ben non. C'est juste ce qu'on dit. Est-ce que, voilà, après 3 ans et voire 5 ans après le travail de Joao à l'époque, qui avait prouvé plus ou moins la même chose, en fait. Je pourrais pas t'en dire beaucoup plus, la présentation. Ok, il n'y a pas de vote sur ce point. Il n'y en aura pas d'ailleurs non plus sur le suivant. On essaiera de reprendre ce que je te propose quand même. Dans le procès verbal, on essaiera de retranscrire. Non. Oui, bien sûr. Je suis pour ça, et on te le passera spécifiquement sur ce point. Ouais, volontiers. Hein. Corriger si notre rédaction n'est pas suffisamment représentative de ce que tu as dit. Merci. On passe au point suivant, c'est la présentation du bilan du plan prévisionnel d'investissement 2024 et les projets 2025. Donc je vous rappelle que jusqu'à présent, on a fait tous les ans un DOB au mois de janvier, un débat d'orientation budgétaire. On est rentré dans la dernière année de ce mandat 2020-2026, donc il ne nous paraissait pas adéquat de faire une projection sur un certain nombre d'années au-delà de 2025. Et donc on a juste préparé 2 tableaux. Le premier tableau, c'est par rapport à ce qu'on avait prévu en 2024, c'était les réalisations. Et puis on a indiqué ce que l'on va faire en 2025. Et je dirais que ça, c'est la première démarche dans le cadre de la préparation du budget qui vous sera présenté, comme d'habitude, vers la fin mars. Donc on aura aussi toutes les informations dont on a besoin concernant les résultats et autres choses comme ça. Je vais passer la parole à Dominique, qui va rentrer un petit peu dans le détail des 2 tableaux qu'on vous a présentés. Dominique. Donc au niveau du bilan 2024, donc on avait prévu 1 090 000 € dans notre PPI et on a réalisé 762. Après, il y a eu d'autres investissements de réaliser, mais on verra ça dans les comptes administratifs. Mais, voilà, donc l'achat immobilier, là, c'est les achats de terrain et puis toujours le remboursement de 40 000 € pour la maison Le Bousse au Port-Clos. Le solde des travaux de la montée du Port-Clos correspond en fait à la bande de roulement et donc qui était financée par le département. Et donc nous on a
On a été remboursé des 77 000 euros par une subvention du département, qui est comprise dans les 237 000. Travaux de la maison du Port Clos, là il y a une grosse différence. On les a pas attaqués en 2024. Ils seront donc attaqués au deuxième trimestre 2025. Non, on les attaque pas, les travaux. Ah non, pardon, les travaux de la maison du Port Clos, c'est de la maison Le Boussois. Non, donc là c'est en arrêt effectivement ce poste. L'étude des rocs, ça a été réalisé comme prévu. Les petits travaux des rocs également sur les réseaux notamment. Mais donc les gros travaux, voilà, c'est ceux-là qui commenceront au deuxième trimestre 2025. Donc une petite remise en état du centre nautique comme prévu. La signalétique, donc qu'on a réalisé à hauteur de 144 880 euros et qui avait été budgété 153, donc qui se réalise avec les subventions reçues et à recevoir pour ce projet. La réhabilitation du chemin du phare du Pan, donc la métisse d'œuvre, a été réalisée comme prévu. La réhabilitation en elle-même, elle va commencer en 2025. Les 22 000 euros correspondent à une remise en état des toilettes, donc au niveau du phare du Pan, près du parking. Au niveau des services techniques, il n'y a eu pas très peu d'investissement. Le défrichage est donc reporté en 2025, comme l'a dit le maire tout à l'heure. On a reçu une subvention importante qui va nous permettre de défricher plus que ce qu'on avait prévu en 2024. La rénovation donc des toilettes du bourg en automatique, qui avait été donc budgétisée à 100 000 euros et donc qui finalement a été réalisée à hauteur de 114 637 euros. On a également fait quelques petits travaux sur le moulin du Birlot à hauteur de 9 500, mais du coup en 2025, on verra ça aussi dans les budgets. Il y a des travaux plus importants qui vont être attaqués avec la toiture, notamment. Remplacement de la voiture, donc on avait prévu 50 000 euros, on a donc réussi à trouver une voiture d'occasion, donc on a dépensé finalement un peu plus de 24 000 euros. On a également dépensé un peu plus de 62 000 euros pour l'entretien des routes. Et puis il y avait deux projets, donc des travaux dans la cuisine de la salle des fêtes qui finalement ne se réaliseront pas parce que le plafond est trop bas, donc on ne peut pas mettre les appareils qu'on souhaitait mettre. Et puis étude de la montée des eaux, donc qui sera repoussée également en 2025. Et puis là, on a mis quelques petits investissements qui ont été faits également en 2024, notamment des études au niveau du port de la Corderie. Donc voilà un petit peu, donc 762 000 euros qui correspondaient au 1 90 000 du PPI, et sachant qu'il y a eu un peu plus d'investissements qui n'étaient pas dans le PPI et dont on parlera plus au niveau des comptes administratifs. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau? Oui, mais c'est en relation aussi peut-être avec le deuxième tableau, alors je vous laisse peut-être finir la présentation. D'accord. L'un se déverse dans l'autre en fait. Donc au niveau des prévisions pour notre année, pour la dernière année donc du mandat en 2025, donc on prévoit toujours les acquisitions foncières, donc avec le remboursement de la maison du Port Clos et puis les achats de terrain. Donc l'étude des rocs et les travaux donc qui vont attaquer, comme je vous disais, au deuxième trimestre. Également des études sur le port de commerce, pour le port de commerce au niveau de la Corderie, si toutefois on a les subventions adéquates en face. À nouveau des petits travaux pour le centre nautique, la fin de la signalétique, donc la fin de la maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation du chemin du phare du Pan, et donc les travaux, comme vous a dit le maire tout à l'heure, qui seraient donc réalisés au fin 2025. Après la saison, les services techniques, un peu de défrichage, donc où là il est acté qu'on va dépenser 50 000 euros et qu'on a une subvention de 35 000 euros pour le défrichage de l'herbe de la Pampa. C'est une 70-30. On a eu 70 000 euros de subvention, mais c'est sur 2 années.
Donc on pense qu'on va dépenser 50 000 euros en 2025 et on entretiendra ce défrichage en 2026 et on a gardé 20 000 euros en 2026 pour entretenir ce qu'on aura fait en 2025. Ensuite, réhabilitation du moulin du Berlot. Donc là, des gros travaux de prévus, notamment avec la réfection de la toiture, avec une subvention en face importante donc de la région Bretagne, plus notamment, ça rentre un petit peu dans la dernière ligne également, une prise en charge de l'assurance suite à la tempête Ciaran, et puis des dons et un apport de l'association du moulin du Berlot. On a encore prévu 50 000 euros de travaux sur d'entretien des routes. Les études sur le recul du trait de côte, avec donc cette fois-ci l'accord de la subvention de 40 000 euros. Donc des études qui se montent à une valeur de 65 000 euros. Je ne sais pas si on a eu l'accord. Le dossier est déposé, mais on attend l'accord. On attend l'accord pour lancer les travaux. Ouais. Ouais, l'étude. Particulière et a priori, on ne dépend pas on va dire, du contexte général des subventions. Il y a de fortes chances qu'on l'ait. Ouais. Donc des travaux également au niveau des sanitaires du camping. Et puis ensuite, la réfection de la toiture de la chapelle Saint-Michel, des travaux au niveau de la chapelle de Quéranroux, de l'église du Bourg et de l'école. Et donc ces travaux sont notamment dus à des dégâts suite à la tempête. Et donc le dernier projet des jeux d'enfants pour une valeur de 60 000 euros. Et donc ce que je voulais dire pour les projets d'avant, la chapelle Saint-Michel, Quéranroux, église du Bourg et l'école du Portail, donc c'est beaucoup pris en charge par l'assurance. On en avait parlé lors du dernier conseil municipal, où on a à peu près 125 000 euros d'actés en charge d'assurance sur ces travaux dus à la tempête Ciaran. Vous avez des questions ou des commentaires? Oui, peut-être. Alors, si vous pouvez revenir sur le premier tableau, alors suite 2024. Ouais, voilà. On avait ces deux tableaux, c'est très difficile d'en déterminer. Quand on a essayé de comprendre l'histoire que vous vouliez raconter entre la partie gauche du tableau, c'est-à-dire ce qui est prévu et réalisé, ça on arrive à peu près à suivre. Et la partie droite du tableau, il n'y a aucune concordance avec la partie gauche, parce que entre les subventions reçues, celles à recevoir, il y en a qui s'imputent à cet exercice-là, d'autres qui sont relatifs à des exercices antérieurs, et une partie qui sont pour des exercices futurs. Donc c'est très difficile de voir un peu qu'est-ce que vous voulez dire par de rapprocher les deux colonnes. Je prends juste un exemple qui est flagrant. Le premier qui est 237 000 subventions reçues, solde de travaux montée du port clos, forcément ça s'impute pas du tout aux 5 ou aux 70 000, mais ça s'impute en montant en tout cas aux travaux qui ont eu lieu en 2023. Ouais. Mais reçu en 2024. Et on a souvent eu le commentaire. Subventions reçues en 2024. Les subventions mettent du temps à arriver, donc on a quand même voulu vous donner l'état des subventions qu'on a reçues effectivement en 2024. Pour ce projet. Vous avez raison. Mais comme on n'a pas le point de départ et qu'on ne connaît pas la situation de trésorerie, on n'a aucune idée de savoir si c'est la commune qui avait avancé les dépenses, forcément, elle a payé les factures. Et puis on ne sait pas à quel rythme rentrent les factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. C'est-à-dire que c'est une photo, comment dire, on voit pas le flux, quoi. C'est impossible de. C'est pas fait pour vous donner les flux, c'est clair. Donc on verra. C'est pour ça qu'on va pas passer trop de temps là-dessus, parce que justement il n'y a pas vraiment un enseignement qu'on peut en tirer. Enfin, moi, j'en vois un. J'ai retiré tout ce qui était relatif au ROP, des deux exercices, 24 et 25, toutes les subventions qui concernent les travaux et les études. Et il reste un montant significatif d'investissement pour 2025, presque 1 million d'ailleurs, c'est 940 000. Et si on prend les subventions à recevoir, et encore une fois, on exclut les subventions qui sont liées au ROC, 24 reçus
à recevoir et celle de 2025, bon, à recevoir évidemment, là, on ne voit pas très bien comment on va financer ces investissements. On verra ça sans doute quand on fera le budget. On verra ça. En tout cas, Non, mais on verra ça dans le budget, mais ce qu'on a mis dans cette colonne pour 2025, pour l'instant, ce sont uniquement des subventions confirmées. Donc, on avait eu une discussion avec la préfecture sur le fait que, notamment pour les travaux liés à la mairie, parce que jusqu'à présent, on a touché, on va avoir une nouvelle mairie, on a touché 0 € de subvention pour une nouvelle mairie. Ça, on s'était quand même inquiété de ce problème auprès du préfet qui nous avait promis une DETR importante en 2025 qui répondrait pour une bonne partie à votre question. On ne l'a pas mis du tout parce que vu la situation générale, vu le DOB établi par la Poste, le DOB établi par la Poste, c'est un document spécifique, Monsieur Lepage, vous le connaissez peut-être, où la Poste, je pense que c'est au mois de janvier, publie tous les ans, on va dire, c'est pas un DOB, c'est pas un débat d'orientation budgétaire, c'est plus des recommandations sur comment les collectivités doivent faire leur budget. Et c'est un document assez conséquent où ils prennent toutes les subventions, où ils prennent tous les postes et comment on doit les considérer. Et ce DOB de la Poste, il est extrêmement, je dirais, pessimiste. Et parce qu'il est extrêmement pessimiste, on a mis 0 subvention à recevoir et on va voir comment ça se déroule durant l'année 2025. Là, on a fait une demande de DETR 2025 importante qui devrait financer les travaux de la mairie. On a mis 0. Jusqu'à présent, chaque année, on prenait une évaluation de ce qu'on pensait raisonnablement pouvoir toucher. Là, on a mis 0 parce qu'on est dans le flou sur ce qui va se passer dans les 3 mois qui viennent concernant les décisions du budget et quel va être le montant total de la DETR, quel va être le montant de la DSIL, etc. On ne sait pas. On ne sait pas, donc on n'a rien pris. Mais on espère bien qu'on va avoir quelque chose. Bon, alors, merci de ces explications, parce que forcément, en recevant ces 2 tableaux, on voit le trou. Et infinançable. Enfin, je veux dire, par la commune, c'est hors de portée par rapport au budget antérieur et le report qui existe dans les comptes de administratifs de 2023, donc reporté. Et voilà, on est dans une autre dimension et on voit bien que le plan d'investissement ne peut pas se réaliser comme ça. Non, je dirais pas ça. Si vous reprenez le DOB, je sais que vous n'étiez pas favorable à ce qu'on fasse des DOB, mais si vous prenez le DOB 2024, de début 2024, il était prévu que pour financer la fin des travaux des ROC à fin 2025, il y avait un nouvel emprunt qui était fait. Oui. Là, on n'a pas pris en compte, et j'espère vraiment le minimiser au maximum, si on est obligé de faire un emprunt. Mais dans le DOB, qui justement est un document qui nous permettait de voir à plus long terme, il avait été prévu un emprunt financier d'achat des ROC, et ensuite qu'on a effectivement réalisé et qu'on commence à rembourser. Et il était prévu un autre emprunt pour les fin 2025, si vous reprenez le double publié en janvier 2024, c'était prévu. Et toute la question va être de savoir à quel niveau on va se retrouver en fonction de, quand même, moi j'espère bien qu'on va avoir une DETR non négligeable pour financer quand même une mairie, parce que si on a 0 subvention pour un bâtiment public dont la commune a absolument besoin, ça devient très très difficile. Mais on n'a pas mis parce qu'on ne sait pas encore. On vous mettra des hypothèses bien évidemment plus précises dans le cadre du budget. Très bien, bah écoutez, voilà, on avait juste ces 2 tableaux, donc forcément que des questions auxquelles vous répondez, puis on verra quand c'est fin mars. Pardon. On verra fin mars ce que vous disiez. Dans le budget, on y verra plus clair.
Ok, donc sur ce point-là non plus, on vous propose simplement de prendre acte. On a un bilan des. Ils sont même pas actes. Sur le bilan des investissements 2024, il y avait une prévision à 1,90 million. Et par rapport à cela, on a dépensé 762. Alors ça, vous le verrez confirmé dans les comptes administratifs. Dans le compte administratif, on le votera. Mais on vous donne une première, première idée de ce que ça va donner. Alors, le point suivant, décision du maire. Alors, en fait, c'est lié ces décisions principalement à des travaux qui ont été faits pour les ROC et qui correspondent justement aux 20 000 euros qui sont indiqués dans le document que Dominique vous a présenté. On a dû faire un diagnostic amiante et plomb extrêmement précis. Pour les entreprises, avant les travaux, vous êtes obligé de faire un diagnostic différent de celui qui est fait dans le cadre d'une vente, on va dire, normale. Donc ça nous a coûté 9 500 euros. On est obligé de la même manière on a été obligé de faire des études de mesure de radon pour un montant de 2 500 euros. Et puis on a dû redonner tous les relevés des surfaces et des altitudes des bâtiments qui a été fait par le cabinet de géomètre expert de Luchel Léguien pour un montant de 3 300 euros. Ça, c'est pour le budget principal. Et dans les décisions du maire sur le budget des OM, on a dû faire une modification de la grue qui nous sert à manipuler pour un montant de 6 000 euros. Voilà pour l'ensemble des dépenses du maire pendant le dernier trimestre. Pas de questions particulières? Le point suivant, information du maire. Quelques informations. Pour la première information, vous l'avez peut-être vu dans le journal, mais je tiens à féliciter Marion Régler qui a été promu chevalier de l'Ordre du Mérite agricole dans la promotion de décembre 2024. Et ça a été annoncé il y a 2-3 jours. Il y a 2 personnes des Côtes-d'Armor qui ont été promues, un ancien secrétaire au titre chevalier de la Légion d'honneur, et puis donc Marion, chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Donc, félicitations Marion pour ça. Ouais, je veux bien dire un petit truc par rapport à ça quand même, d'où ça sort cette histoire. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est parce que j'ai travaillé avec la Chambre d'agriculture régionale l'année dernière sur une enquête et des témoignages sur le handicap en agriculture. Et je pense que c'est ce témoignage-là qui a retenu l'attention, mais j'étais assez surprise d'apprendre tout ça quand même. Et... C'est effectivement ton travail qui a déclenché une demande de renseignement du ministère de l'Agriculture sur ton parcours d'une manière plus générale. Et donc on a donné les renseignements demandés et tu as été ensuite sélectionné parmi les personnes méritantes pour être promu chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. C'est effectivement comme ça que ça s'est passé. Et je veux remercier quand même toutes les personnes de Bréa et déjà en particulier François qui ont permis que je sois ici et que je fasse ce que je fais, parce qu'en fait, j'ai eu besoin que des personnes me fassent confiance pour arriver à me lancer et puis à croire que je pourrais faire quelque chose malgré mon handicap, et c'est le cas. Du coup, je veux remercier toutes les personnes de Bréa qui m'ont bien accueilli, qui sont très bienveillantes et partager avec toutes ces personnes cette bonne nouvelle. Merci. Pour moi. Et bravo. Le point suivant, c'est un projet eau qui est développé par en fait l'AIP. Donc l'AIP, avec l'agence de l'eau, a développé un programme pour faire de la récupération d'eau de pluie. Et donc le principe de ce programme, c'est que
L'AIP avec l'agence de l'eau va acheter un certain nombre de citernes de capacités différentes et va assurer toute la logistique pour les amener chez les habitants qui en ont fait la demande. Parce que acheter une citerne, en fait, c'est pas très cher en soi, donc les gens pourraient le faire, mais les gens sont rebutés souvent par le fait qu'il faut organiser toute la logistique qui va autour, à savoir le transport éventuellement terrestre jusqu'à un point d'embarquement, ensuite le transport maritime et puis la livraison sur l'île. Tous les frais de logistique seront pris par l'AIP et on est encore en discussion avec l'agence de l'eau, mais probablement les 2/3 du prix d'achat des citernes seront pris aussi par l'AIP. Donc il y a une chargée de mission qui a été nommée, elle s'appelle Marie Mueton, et elle va visiter toutes les îles, donc elle va venir sur l'île de Bréa entre février et mars, de manière à bien expliquer le projet et à recueillir les demandes des différentes personnes qui souhaiteraient obtenir une citerne de récupération. La commande finale des citernes pour toutes les îles doit être faite en juin, et les livraisons des citernes sur les îles se feront entre octobre et décembre. Donc je vous donne cette information simplement parce que bientôt sera annoncée une réunion publique avec la chargée de mission, et tous les gens qui seront intéressés à obtenir une telle citerne devront se faire connaître pour rentrer dans le plan. Est-ce que tu connais la contenance de la citerne? Il va y avoir 3 ou 4 contenances, et il y a des 300 litres, 500 litres, 1000 litres, et il est question aussi de prendre une 1500 litres. Et la seule compensation qu'on demandera aux gens, en contrepartie du fait qu'on leur met à disposition dans des conditions très favorables, on leur demandera simplement à la fin de l'année de dire combien de fois ils ont vidé leur citerne, pour savoir globalement combien d'eau de pluie a été récupérée pour l'arrosage des jardins, pour du nettoyage, etc. Donc voilà, et on demandera aux gens pas de dire j'ai vidé 3 fois ma citerne. C'est pas facile. Pas facile, mais c'est ça qui sera demandé aux gens. Ouais, c'est ça. Ah, la baignoire et le... Oui, mais la bonde et le... je vous le dis J'en parce ai que eu une de peu longtemps, hein, à la maison, il y avait une 1000 litres, hein, et je l'ai jamais remplie, quoi, en fait, si tu veux. Au fur et à mesure que je m'en servais, bon, ça descendait, hein, le niveau descendait, mais et puis ça remontait. ça remontait. Non, mais écoute, voilà, en fait, c'est l'agence de l'eau. L'agence de l'eau promeut cette initiative et la finance, et elle veut savoir combien on récupère d'eau de pluie grâce à ça. Le point suivant, je n'ai pas de questions là-dessus. Simplement, il faudra aviser les gens quand il y aura la réunion publique. Dépistage du cancer, on nous a demandé, il y a l'octobre rose, mais il y a aussi le mars bleu. Alors, je ne connaissais pas le mars bleu, mais il y a toute une campagne d'information. C'est pour le dépistage et la prévention du cancer colorectal. Et donc tout le mois de mars va être dédié à ça. Donc cette affiche va être affichée en mairie et sur nos panneaux d'information. Et voilà, on nous a demandé de sensibiliser les gens à ce dépistage parce que je pense qu'il y a un déficit dans le dépistage qui entraîne des cancers qui pourraient être évités. Et les kits de dépistage, c'est nous qui les avons? Pardon? C'est nous qui allons recevoir les kits de dépistage? Alors les kits de dépistage, normalement tu reçois une lettre de la Sécurité sociale qui t'annonce que tu fais partie de la liste des personnes, voilà, et tu amènes cette lettre chez ton médecin traitant. Et c'est le médecin traitant qui te fournit le kit. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est très facile à faire, donc c'est très recommandé. Le point suivant,
Jean-Philippe, les événements à venir dans les Oui, oui. Vous avez certainement vu les affiches pour le 1er février. C'est la poule au pot de l'Amicale laïque qui aura lieu à 19h30 à la salle des fêtes. Alors, il y a un menu qui comprendra un kir et une poule au pot, bien sûr, et un plat végétarien et du fromage. Le prix est de 14 € pour adultes et 6 € pour les enfants. Et je crois que les inscriptions se font dans les commerces. Ouais, Carrefour Express. Carrefour, ouais. Quincaillerie. Voilà. Le 8 février, eh bien, l'association éphémère proposera le spectacle d'Antoine Duléry, Antoine et son cinéma, à un tarif unique 15 €. À 20h30, la buvette sera ouverte à 19h30, mais je crois savoir que c'est déjà complet. Les inscriptions sont complètes. Les inscriptions sont déjà complètes. Ouais. Voilà. Alors, le 1er mars, entre guillemets, à confirmer, c'est donc le spectacle à venir de Comédie. On a priori, il n'y a pas de raison que ça ne se fait pas, mais on laisse quand même un petit doute planer, on ne sait jamais. Il faut laisser un doute, on ne sait pas encore complètement. Le 8 mars, donc éphémère aussi, propose un cabaret dîner. Donc le dîner, c'est une poule une pot-au-feu de la mer, et le dessert, c'est un flan coco, c'est ça. Et pour la partie cabaret, c'est du théâtre d'impro, et ça aura lieu à la salle des fêtes, je pense, à 19h30, c'est ça. Voilà, et le dernier événement, qui est une exclusivité, le 21, 22 mars, 21, 22, 23 mars, en partenariat avec l'association Crésarmor, on organisera le festival du court-métrage, comme on fait le mois du doc au mois de novembre. C'est en même temps qu'il y a une semaine nationale du court-métrage, donc ça permet d'avoir un accès gratuit sur l'ensemble des courts-métrages qui sont proposés sur l'année sur un site. Et donc, un petit peu, c'est en cours de préparation. Le vendredi, on fera, après-midi, on proposera des petits courts-métrages pour enfants. Et le samedi, il y aura 2 sessions. Et on terminera avec une grande session l'après-midi, le dimanche après-midi. Voilà pour les événements. Merci. Le point suivant, donc ça c'est dans le cadre de la nouvelle DSP. Veolia nous a donné, et pareil, ça va être affiché en mairie et sur les panneaux d'affichage, tous les contacts pour les usagers en cas de problème ou autre. Donc, si vous avez la moindre question concernant votre contrat d'eau, vous avez maintenant les contacts, le nom des gens et les numéros de téléphone, les heures d'ouverture des bureaux, etc. Donc je vous invite à consulter ça au besoin. Le point suivant, Stéphane Lépide. Oui, donc comme chaque année au mois de juin, donc les jeunes de Lépide vont venir pour nous aider à nettoyer certains endroits de l'île. Donc cette année, ça sera du 23 au 27 juin. Et comme d'habitude, le premier soir, donc, il y aura une auberge espagnole ici dans cette salle, et je mettrai aussi en place une cagnotte litchi pour essayer d'améliorer leur ordinaire pendant toute la semaine où ils vont passer avec nous à nous aider à rendre l'île propre. Voilà. Si parmi vous, il y a des gens qui ont, vous voyez, des endroits où ils pourraient aller passer une demi-journée ou une journée pour aller ou faire des travaux particuliers sur du domaine public, n'hésitez pas à m'en faire part. Hein, Chicago. Après, faut voir ce qu'il y a à faire, mais... L'envol des plastiques, etc. Il y en a... Oui, je sais. Il y en a sur le terrain, ce qu'on appelait le terrain Le Gonidec, en face, immonde. Non, mais ils viennent à 20 plus des accompagnateurs, donc on peut très bien les mettre sur une après-midi, où il y en a qui vont quelque part et d'autres peuvent aller là aussi. Donc si vous avez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part. C'est une bonne suggestion. Ouais. Cette année, on peut faire, on va faire passer une demi-journée, une journée à Chicago.
En sachant qu'il y a aussi la possibilité, on va le faire fin février, mais de les faire venir aussi des fois sur une action ponctuelle d'une journée. Ils peuvent arriver à 10, 15, 20, 30 même pour faire une activité bien particulière sur une journée. Ils sont demandeurs de travaux d'intérêt comme ça public. Donc surtout, faut pas hésiter. N'hésitez pas à m'en parler. Et moi, je peux faire la corrélation avec l'EPID s'il y a besoin. Mais on retient l'idée de Chicago. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ok, merci. Dernier point. On a une obligation pour publier tous les 3 ans un rapport sur le suivi de l'artificialisation des sols. Ça, c'est quelque chose qui a été introduit par la loi Climat Résilience. Et donc, on a préparé notre premier rapport 2021-2024. Rapport qui est préparé sur la base d'informations qui sont collectées dans des fichiers nationaux. On avait prévu de mettre ce rapport à l'approbation de ce conseil. On ne l'a pas fait parce que je pense qu'on n'aurait pas été capable de répondre à vos éventuelles questions. À nos questions. Pardon ? À nos questions, même. Oui, à nos questions. Et je pense qu'il y a des questions dont la réponse était peut-être liée à la préparation du PLU. Donc, si vous en êtes d'accord, j'aimerais qu'éventuellement vous passiez ce rapport, mais parce qu'il y a des très grosses variations dans la consommation des espaces ou dans l'artificialisation en 2018. Je n'étais pas impliqué de façon très, très opérationnelle dans la préparation du PLU, donc malheureusement, je ne vais pas avoir... j'ai pas la mémoire de ce qui s'est passé là-dessus, mais votre prédécesseur et les gens qui ont travaillé avec lui autour de ça peuvent... Ça veut dire, si je vous le passe par mail, vous pouvez regarder et puis vous me dites, mais on a des gros questionnements sur les consommations d'espaces naturels. Par exemple, en 2018, on a consommé 2 hectares et on ne comprend pas bien. Passez-le moi, je regarderai. On va vous le passer. Je demanderai parce que directement je ne suis. Non, mais voilà. Mais même si vous pouvez simplement nous orienter vers des gens qui pourraient nous aider, parce qu'il faut qu'on soit en mesure de répondre aux éléments qu'on donne dans ce rapport. Et l'objectif, parce qu'on est déjà en retard, on aurait dû le publier à l'été 2024, bien ça. C'est de le publier rapidement. Voilà. Donc on essaiera de remettre ce rapport à l'ordre du jour du prochain conseil. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous en information du maire. Donc on passe au point suivant, questions diverses. Alors on en a une qu'on aurait pu poser il y a déjà plusieurs mois et qu'on n'avait pas voulu faire par souci de ne pas provoquer une situation qu'on ne connaît pas. Mais vous avez évoqué lors du repas des aînés le 17 novembre dernier la situation de l'EHPAD. Une situation que vous n'avez jamais évoquée devant le conseil municipal. Alors, c'est un sujet légitime de préoccupation pour l'ensemble de la population à divers niveaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation aujourd'hui ? Bien entendu, ce qui peut être dit, on ne cherche pas à avoir de l'information qui pourrait nuire à la dite situation. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a des contacts avec la direction du GHT. Groupement hospitalier territorial d'Armor, GHTA. Parce qu'il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites concernant les surcoûts de l'EHPAD de Bréa. On a encore des réunions de programmées. Mars. Voilà. Parce qu'on essaie de creuser et de mieux comprendre exactement ce qu'il y a derrière ces affirmations ou ces rumeurs. C'est pas d'une clarté limpide sur le surcoût assez important de l'EHPAD de Bréa. On n'a pas voulu nous donner le déficit de l'EHPAD de Bréa, on nous a donné le déficit, je ne vous donnerai pas le chiffre, on nous a donné le déficit de l'ensemble des EHPAD qui gravitent autour de Paimpol, mais on n'arrive pas à savoir si le déficit est en termes de pourcent, si on parle de 5% du montant total des coûts de l'EHPAD ou si c'est 30%.
Donc on est dans un travail de recherche d'informations pour mieux comprendre la situation, pour en fait comprendre si il y a un problème majeur avec les pâtes de Bréa ou pas. Il y a actuellement sur certaines autres îles des problèmes très importants sur les EHPAD qui sont communaux. Territoriaux, ouais. Les EHPAD communaux, vous avez raison. On n'est pas dans la même commune. Non, on n'est pas dans la même situation, mais en termes de coûts, Ouais. les coûts sont pas très différents. Connaissance de l'EHPAD de Béquille. Les coûts sont pas très différents. Aujourd'hui, je dirais presque, on a la chance de ne pas avoir à supporter les déficits éventuels, alors que d'autres maires sur d'autres îles, parce que ce sont des EHPAD communaux, sont déjà obligés de se creuser. Non, on n'a pas de la chance. Ça a été une décision politique réelle de rapprocher ce qu'était la maison de retraite à l'époque, qui était sous gouvernance communale, de l'hôpital de Paimpol. C'était une décision politique, c'est pas de la chance. Non, je vous l'accorde, on est donc dans une meilleure situation aujourd'hui que certaines autres îles, mais on entend un petit peu partout que les EHPAD sont en difficulté, qu'il y a des surcoûts, etc. Et actuellement, avec Gabi, on fait un travail pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et quel est le degré on va dire, mais on n'aura qu'une remarque là-dessus et on ne veut absolument pas interférer dans des actions. C'est que le jour où une mauvaise décision tombe, c'est trop tard, quoi. Bah justement, c'est pour ça qu'on s'intéresse. On fait ça vers eux pour leur montrer que on a bien pris conscience du problème. On cherche des pistes pour leur montrer qu'on essaye au maximum de baisser le surcoût. Ça peut paraître des gouttes d'eau par rapport au montant qu'ils nous annoncent, mais au moins on a la bonne foi et la bonne volonté d'aller vers eux en se disant ok, l'EHPAD de Bréa coûte plus cher que les autres EHPAD, mais on est d'accord pour chercher des solutions et pour essayer de trouver des petites économies pour montrer qu'on est de bonne foi, tout en rappelant quand même que c'est un EHPAD de qualité, qui ne peut pas être tellement comparé aux autres EHPAD du fait de la cuisine sur place, etc. Par contre, dans une conversation avec le GHT, et il y avait d'autres intervenants du département et de l'ARS, je leur ai bien demandé si ça n'était qu'une rumeur. Donc je le redis haut et fort, ils m'ont confirmé que ça n'était qu'une rumeur, ce qui était tombé sur on va fermer les pâtes de Bréa, on va enlever 15 lits, etc. Toutes ces petites choses qui sont tombées comme des bombes qui ont été hyper anxiogènes et pour le personnel et pour la population. Enfin, c'était vraiment une bombe qui est tombée sur nous. Et puis, je leur ai demandé, est-ce que c'est bien une rumeur? Est-ce qu'on peut rester sur ce terme de rumeur? Ils m'ont dit oui, ça n'est qu'une rumeur. Alors ça, c'est un aspect du travail. Donc, on a demandé des réunions spécifiques. Voilà. C'est une réunion où il y avait beaucoup d'intervenants, il y avait plusieurs témoins, il y avait l'ARS, voilà. Après, je sais très bien. Les contraintes changent très vite. Je sais. En matière budgétaire, les contraintes peuvent changer très vite. Mais voilà. Mais ce que Tant mieux. Aujourd'hui. Il y a ça, et puis d'un autre côté, on travaille dans le cadre du contrat de santé des îles, qui a donc été signé entre l'ARS et l'AIP au mois de mai 2024. Maintenant, on décline pour chaque île l'avenant on appelle le CLS des îles. Il y a un avenant pour chaque île. On a eu nos premières réunions concernant l'avenant Bréa, où on discute de sujets comme, par exemple, quel doit être le tarif qui sera appliqué au personnel de l'EHPAD qui prennent la vedette le matin. Parce que dans le cadre de l'ARS Bretagne et dans le Morbihan, par exemple, ils ont un tarif spécifique. Le tarif insulaire. Oui. Voilà. Alors que à Bréa, pour l'instant, c'est le tarif entreprise. Donc il y a un certain nombre d'actions qui ont été identifiées et qu'on essaie de formaliser dans le cadre d'un contrat. Le travail financier est certainement indispensable. Il ne doit pas être unique et, à notre sens, en l'occurrence, la logique financière n'est pas une logique, si elle s'applique strictement, directement là-dessus, c'est pas bon. Donc, mais c'est ce qu'il faut. Non, mais il y a une logique politique d'aménagement des territoires, etc., qui doit aussi être travaillée en amont. Oui, et puis les derniers accueils qu'on a fait sur Bréa étaient des gens bréatins, et on se rend compte que ça s'est fait un peu dans l'urgence, qu'on s'est retrouvé avec des gens
très dépendants, qui étaient restés à domicile et qui vraiment, pour qui l'EHPAD, c'est une bouffée d'oxygène, etc. Et on ne se serait pas vu devoir placer des Bréatins sur le continent. Enfin, ça, il faut vraiment qu'on garde ça en tête et on se bagarrera toujours pour ça. Ok, pour l'EHPAD, d'autres points? Alors, je voudrais juste suivre. On a évoqué le Chicago. La route de Chicago est dans un état épouvantable de boue, d'engins qui manipulent des remorques de plus en plus lourdes et grandes. Je ne sais pas si vous avez vu l'accès à la cale, la clôture est à nouveau chaque année. Et puis les plastiques et les envols d'ordures, ça c'était la tempête qui a envolé tout ça, donc ça se ramasse, mais structurellement cet accès à la cale avec la taille des engins qui n'arrivent juste pas à manœuvrer ce virage, là il faut, je pense, est prévu de... oui, mais comme le projet est un peu non, mais à l'arrêt... il y a deux choses. Je viens de commander 100 big bags de Grave 80, de la 0,30 et de la 0,80, parce que pour stabiliser un petit peu le chemin qu'emprunte le gros tracteur en plirol, ce qu'on appelle le tracteur en plirol, parce que c'est lui qui fait des énormes ornières et qui il ramène la boue, quoi. Donc ça faut commander. Et d'autre part, on est parfaitement conscient, parce qu'on en parle avec la Colas pour l'instant, de la technique à adopter pour reboucher le trou. Il y a un endroit où il y a un dévers très important dans le virage. Voilà. Donc on le sait, mais quelle est la bonne technique pour reboucher le trou? On en discute actuellement avec la Colas. Donc ça, c'est un vrai sujet de sécurité des... Non, mais on le sait très bien, et donc on a fait ces deux actions pour régler, on va dire, partiellement. Mais l'accès est trop... Enfin, le virage est trop serré, quoi. Je comprends pas. Le virage est juste trop serré pour la taille des engins qui descendent. Il faut qu'on ait le plan complet de l'aménagement avant de pouvoir changer les rayons de courbure, etc. Donc on est obligé, en attendant toutes les études, de faire, on va dire, des réparations provisoires. Ah bon, la clôture en fait partie, chaque année. C'est pas au même endroit, hein, c'est 10 mètres plus loin. Mais... Tu as dit une fois, on a fini tout le travail de sélection de l'entreprise, du groupement d'entreprises plutôt, qui nous ferait les études concernant Chicago, l'accès à la cale et même la cale. Par contre, vu la situation actuelle, on a fait un certain nombre de demandes de subventions et on n'a pas de réponse. Ou des réponses négatives. Il y a les deux. Et pour moi, on ne démarrera pas ce projet tant qu'on n'aura pas un financement, je dirais à 80 ou 90% du montant des dépenses. Et donc on est bloqué là-dessus, alors qu'on sait très bien, on a une entreprise, un groupement d'entreprises. On a une durée, on a une définition des études qu'il doit faire, on a tout ça, mais on ne démarrera pas tant que ça ne sera pas financé d'une manière adéquate. Et ça risque de nous retarder un certain temps. Une question sur les mouillages, les nouveaux mouillages ou les reconductions de mouillages dans le cadre de la ZMEL, et ça n'a pas été évoqué à la réunion publique. Est-ce que ces mouillages sont réservés aux Bréatins, ou est-ce que quelqu'un qui a un bateau sur le continent et qui aimerait bien mouiller ici fait sa demande et mouille comme on en a eu à... En théorie, on ne peut pas interdire. En théorie, on peut. Non, mais oui. On va tout faire pour. Voilà. On va. Est-ce que. Non, voilà. La réponse est difficile à vous donner parce que. Très bien.
Et donc, alors ça marche plutôt bien. Suite à la réunion publique qu'on a fait tout début janvier, vu que c'était le 2 janvier, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir et les transferts de dossiers s'organisent plutôt bien. Donc, et ceux qui viennent nous voir, ce sont des prêtres. Merci. Une petite question par rapport au parking de l'Arquest. Est-ce qu'on sait quand est-ce que les barrières vont être remises ou pas? Non, je ne mérite pas, mais on n'a pas vraiment posé la question, donc il faut qu'on pose la question. Vacances, généralement, aux premières vacances. Ouais, non, généralement, avant février, mais. On va poser la question. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Donc, le conseil est clos à 16h50. Merci bien. Merci.